Donc ce sujet sur l'épuisement professionnel, le comprendre mieux pour le prévenir. Je rappelle, que la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité protège et accompagne les agents du ministère de la justice depuis plus de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité, aux agents publics territoriaux. Chaque jour, elle se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité et de ses adhérents. Voilà pour, ce message, qui est important pour repréciser à qui on s'adresse aujourd'hui. Merci à vous, d'avoir pu, rejoindre, tous les 2, Sabine Grégoire ainsi que, monsieur Sylvain Rousseau. Je vous propose, tout de suite, de basculer vers, votre, présentation et nous allons Merci. démarrer, ce rendez-vous. Il y aura, bien sûr, un dialogue un petit peu entre vous et puis surtout, comme je le reprécisais, on va, pouvoir répondre, aux questions, tout à l'heure qui seront émises dans le chat au fur et à mesure de la conférence. À tout à l'heure, bien sûr, je reste, à votre écoute si besoin. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse vous Merci. Sabine? présenter. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à la MMJ qui œuvre beaucoup pour la prévention des agents. Et justement, la prévention, c'est l'angle d'attaque du burn-out que nous avons choisi de vous présenter sur ce triptyque de conférences, et notamment cette première intervention avec Sylvain. Nous allons avoir un regard croisé autour de l'épuisement professionnel, le comprendre pour mieux le prévenir, des risques psychosociaux, protection psychosociale. Juste pour préciser qu'en tant que psychologue du travail, j'interviens notamment pour la fonction publique d'État et fonction publique territoriale. À ce titre, en essayant de donner à la prévention toute sa dimension pour éviter justement d'en arriver à des situations d'épuisement professionnel. Alors pour ce qui me concerne, merci beaucoup Sabine. Donc moi je suis Sylvain Rouffaut. Je suis très intéressé par ces sujets. Alors je suis Heu, consultant, j'ai mon activité de conseil en entreprise, je suis consultant également formateur et notamment j'interviens beaucoup dans le domaine du management et donc, aujourd'hui dans tous les territoires sur lesquels j'interviens, qu'ils soient, liés au domaine public ou qu'ils soient dans le domaine privé, en fait, les sujets qui sont les sujets qui portent sur les tensions au travail, sur les difficultés éventuellement qu'on peut rencontrer dans son organisation et les sujets liés au domaine du burn-out sont extrêmement fréquents et très présents. C'est à ce titre-là que je suis souvent interpellé par les entreprises pour aborder des sujets, portant sur ce domaine. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence notre petit voyage dans cette présentation que nous avons, préparée avec Sabine. Alors, on va vous parler bien entendu du burn-out. On va d'abord effectivement définir ce que c'est, parce que le burn-out, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais on n'a pas nécessairement en détail ce que ça concerne et c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, non, on va vous en parler. Et puis, bien entendu, parce que c'est notre enjeu, on va beaucoup aborder des sujets qui sont des sujets très pratiques et très opérationnels, en partageant sur des outils qui permettent effectivement de limiter les risques, bien entendu. Et puis, quand le burn-out est présent, d'identifier la meilleure façon pour potentiellement en sortir. Donc, l'enjeu de cette présentation, c'est que nous vous proposions une boîte à outils. Sabine dit souvent que je suis une forme de couteau suisse, moi qui interviens dans les entreprises. En fait, un couteau suisse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a dans sa boîte à outils des instruments, des outils, c'est le cas de le dire, des petites astuces et puis quelquefois des ces éléments extrêmement opérationnels pour justement trouver des solutions, régler des problématiques que l'on peut rencontrer. Et c'est vraiment l'enjeu de cette intervention, c'est de doter les personnes qui sont présentes et qui participent à cette petite conférence d'outils simples, utilisables facilement pour traiter ces problématiques très particulières. Alors, ce que nous allons faire, ben, c'est voyager sur une route, hein. On va parler du travail, parce que le travail, c'est finalement ce qui nous préoccupe tous et ce qui nous intéresse tous. Et on va voir que c'est forcément par le travail que les choses se déroulent dans ce domaine du burn-out. On va parler des risques psychosociaux, du burn-out en tant que tel, et puis de toute la logique de la dynamique préventive vertueuse que l'on peut mettre en œuvre, et notamment la boîte à outils dont je parlais tout à l'heure. Alors, si on commençait à parler du travail, Sabine.
Alors, juste avant de parler du travail, une petite précision, c'est que nous avons décidé de vous envoyer après la conférence une version très détaillée où vous allez retrouver un ensemble d'outils qui sont tout à fait, comment dirais-je, que vous allez tout à fait pouvoir prendre en main, justement pour vous-même devenir aussi des couteaux suisses avec une mallette à outils. Alors, on ne peut pas parler du burn-out sans parler du travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais probablement que oui, que la première question qu'on vous pose quand vous arrivez dans un dîner où vous ne connaissez pas certaines personnes, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et bien souvent, derrière cette question, on attend de savoir et de connaître finalement votre activité professionnelle. Quel métier vous exercez? Parce que le travail fait partie, à proprement parler, de l'identité de chacun. C'est aussi un espace de réalisation de soi, c'est-à-dire que on va tout au fil de la carrière, finalement, acquérir des choses, réaliser, se développer, grandir, peut-être aussi se reconvertir parfois. Le travail aussi, le travail, c'est une notion de sens, mais qu'est-ce qu'on entend par sens? Le sens est propre à chacun. Certains trouveront du sens parce qu'ils seront utiles à certaines autres personnes ou à une cause, mais d'autres trouveront du sens à leur travail parce que justement ça leur permet d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, ou encore le sens peut être tout à fait, oui, je vais travailler pour gagner ma vie. Voilà, c'est un sens en tant que tel. C'est aussi un sentiment d'appartenance. On va voir que dans le travail, il y a quand même la composante de relations sociales qui est très importante. Donc, le sentiment d'appartenance, appartenir à un corps, d'autant plus quand on fait partie d'un ministère, on fait partie d'une culture à part entière. Alors, ensuite, on peut avoir des composantes qui sont à chaque fois personnelles, qui peuvent aller jusqu'à qu'est-ce qu'on vient chercher dans le travail, mais parfois on va jusqu'à chercher une réparation de quelque chose. On ne va pas entrer dans le détail, mais il faut savoir que chacun va venir chercher quelque chose qui lui est propre dans le travail. Après, le petit côté qui peut être un peu plus organisationnel dans la composante du travail, on note quand même depuis quelque temps une sorte d'obsession gestionnaire. Finalement, on y est tous confrontés, faites plus avec moins dans un temps imparti de plus en plus court. Donc, ça fait partie de la composante du travail. Il faut quand même prendre conscience que le travail, c'est toujours un environnement et un individu ou un groupe d'individus. Alors, comme on le disait, Sylvain, il y a aussi les notions importantes dans le travail, qui sont la notion du travail prescrit. Qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi aujourd'hui, par exemple, que je traite 4 dossiers. Le travail réel, c'est outre mes 4 dossiers, mon collègue est absent et je me récupère 2 de ces dossiers. Ce qui fait que par rapport à ce qu'on m'a demandé de faire, le réel de mon travail n'est plus tout à fait le même. Et puis, il y a le travail ressenti. Le travail ressenti, c'est que j'avais promis à mon mari de dîner avec lui ce soir et que compte tenu de la situation, je ne pourrais pas tenir cet engagement. Donc, vous voyez qu'il est important de voir aussi le travail sous ces différents aspects-là. Après, justement, le travail devient un espace de possibilités au sens large, c'est-à-dire que comme il y a toujours une différence dans le travail entre ce qui était prévu et ce qui arrive, eh bien, il va falloir que je fasse preuve de flexibilité, de créativité pour justement m'adapter. On dit souvent que le travail doit s'adapter à l'homme, mais force est de constater que dans l'autre sens, ça marche aussi. Mais du coup, ça peut être le terrain d'opportunité comme on va le voir. Donc le travail est finalement, si on résume, quelque chose de très important pour, chacun d'entre nous. Comme l'a indiqué, très justement Sabine, on se projette dans ce que nous vivons au travail, dans ce qu'il représente, dans ce qu'il nous permet, d'obtenir, comme richesse personnelle, la créativité dont parlait, Sabine tout à l'heure. Et il y a une dimension émotionnelle qui va intervenir, on en parlera tout à l'heure, entre ce que j'ai à faire, ce que je fais en tant que tel et ce que je devrais faire. Et souvent, c'est effectivement une gestion de ces éléments-là qui peut entraîner des zones de tension. Alors, puisqu'on parle de zones de tension, il y a des risques donc dits psychosociaux. Est-ce que Sabine, tu pourrais nous apporter un éclairage sur ce que l'on entend par ces risques psychosociaux Oui, le liés risque au travail? Liés au lié au travail, bien sûr. travail.
Oui, tout à fait. Le risque psychosocial, de toute façon, dès lors qu'il y a une situation professionnelle, il y a un risque psychosocial. De même que quand on est sur un chantier en BTP, il y a des risques forcément. Donc, à partir du moment où on comprend que le risque psychosocial, en fait, c'est la conjonction et c'est la rencontre d'un individu et de son psychisme et d'un environnement du côté social, donc de la situation. Alors, on comprend aussi que c'est une dynamique en soi, c'est-à-dire que vous avez toujours une activité de travail, donc qui est la situation en tant que telle avec ses particularités, qui vont générer des facteurs de risque, qui eux-mêmes potentiellement vont générer des risques, je dis bien potentiellement, qui eux-mêmes peuvent après engendrer des troubles psychosociaux. Je vais vous prendre un exemple tout simple, la situation de travail, un accueil pour les administrés. Les facteurs de risque, c'est le côté, il y a des flux, il y a des rushs, il y a des moments où il y a énormément de monde, il y a la queue, les gens s'agacent, et en plus, ce sont des gens qui viennent chercher une aide. Donc, ils sont dans des situations qui sont compliquées pour eux, donc on sent que les personnes sont très en attente et très tendues. Et en plus, force est de constater que sur 3 postes de chargé d'accueil, il y a une personne en formation et une personne absente, donc l'hôtesse est toute seule pour gérer le flux qui devrait être géré par 3 personnes. Cette situation donc, et ces risques psychosociaux sont de quelle nature? Ça peut engendrer du stress chez la personne. Le stress, c'est l'objet de la deuxième conférence, je ne vais pas détailler. Ça peut engendrer également des violences internes. J'ai subi en tant que chargée d'accueil une journée très dense. Je ne vais pas forcément être très sympathique avec mes collègues quand ils vont venir me demander de l'aide. Et les violences externes, c'est ce que je reçois des administrés. Alors, potentiellement, cette situation pourra engendrer chez moi des problèmes de sommeil, des problèmes de coups coincés, des problèmes d'épuisement si la situation perdure. On comprend que c'est une dynamique et on va se pencher là-dessus pour essayer de voir comment on peut intervenir pour éviter que ces risques ne deviennent des troubles. Et c'est pour ça que nous allons passer maintenant au burn-out. Voilà, et donc juste un éclairage complémentaire. Donc on le voit bien, comme ça a été dit, par Sabine, que finalement, c'est pas quelque chose d'universel. Ça peut concerner tout le monde, ça peut concerner toute situation, quelle qu'elle soit, toute situation professionnelle, mais c'est toujours spécifique. Donc c'est la raison pour laquelle il peut y avoir effectivement des outils, des solutions qui sont proposées, mais qui doivent s'appliquer à la situation que l'on rencontre. Il y a toujours une dimension qui est une dimension spécifique qui intègre le lieu du travail, le travail en tant que tel et la personne en elle-même et la personne et son milieu et les gens avec qui elle interagit. Alors parlons justement un petit peu du burn-out, ce dont nous parlions un instant. Alors, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Si on devait le définir, Sabine, on voit bien, on a pu rencontrer malheureusement des personnes qui étaient confrontées, on voit bien qu'il se passe des choses chez elles, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme éclairage sur ce que peut avoir comme effet le burn-out et comment ça se perçoit, en fait, quand on observe quelqu'un? Le burn-out, là aussi, c'est un processus, il y a différentes étapes. Hein. Le burn-out, alors on appelle ça un syndrome d'épuisement professionnel. Un syndrome, c'est quoi? C'est un ensemble de symptômes. Les symptômes qu'on pourrait réunir sous 3 grandes familles. Hein. L'épuisement émotionnel, c'est-à-dire qu'on est presque asséché au niveau émotionnel, on ne ressent plus rien. On a la déshumanisation aussi de notre rapport au travail, donc ça va être du cynisme, ça va être du négativisme, ça va être qu'en fait on n'y croit plus, mais on partage le fait qu'on n'y croit plus. Et puis le sentiment aussi, le sentiment d'échec au travail, le sentiment de ne plus être efficace au travail sont les grandes familles de facteurs les grandes familles de symptômes, pardon. Il faut aussi être conscient que le burn-out, l'épuisement professionnel est toujours multifactoriel. On l'a vu tout à l'heure, il y a toujours un individu avec son histoire, son passé, avec aussi ses représentations, ses drivers, son éducation. Et cet individu se trouve toujours dans un environnement professionnel, une organisation, une structure, une culture. Et c'est en fait la conjonction des deux qui va potentiellement amener à des situations dégradées telles que l'épuisement professionnel. Alors, il faut comprendre qu'il y a différentes étapes dans l'épuisement professionnel. Le but n'est pas de vous faire une intervention pour définir l'épuisement professionnel, mais
plutôt de savoir comment mettre en place des outils de prévention. Mais retenez qu'il y a toujours une période de déni durant laquelle la personne finalement s'acharne, y retourne, continue malgré le fait qu'elle a plus de ressources, jusqu'à l'effondrement, effondrement qui peut être potentiellement traumatique. L'effondrement est quelque chose de massif, de très violent, qui ne prévient pas, c'est-à-dire le matin, vous vous levez, vous ne tenez plus debout, ou alors, pour une petite remarque en réunion, vous vous trouvez complètement tétanisé sous la salle de réunion et il faut appeler les pompiers. D'accord ? Ce qui est important aussi dans l'épuisement professionnel, c'est de comprendre que les impacts, ils sont à plusieurs niveaux. C'est des impacts qui vont être d'ordre psychologique, d'ordre cognitif. On a des altérations de l'attention, de la mémorisation, de la concentration, qui vont être physiques, parce que le corps parle, et sociaux avec l'isolement. D'accord ? On pourrait peut-être prendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, Sylvain, quand je te parlais du téléphone portable. Vous avez votre téléphone avec la batterie qui est en train de vous dire, qui est sur le rouge et qui vous dit j'ai plus de jus. Et puis vous en avez besoin de votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez le mettre à rebrancher un peu. Et dès qu'il passe au vert, vous le débranchez, vous le réutilisez. Qu'est-ce qui se passe ? Votre batterie reclignote à nouveau, ça vous agace, vous êtes en plein rush, vous le remettez un tout petit peu, il repasse au vert, vous le reprenez et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que la batterie va finir par claquer. Ouais. Et je ne sais pas si vous connaissez la moyenne d'un arrêt maladie pour épuisement professionnel, mais ce sont des chiffres de la sécurité sociale, c'est 18 mois en moyenne. Au cabinet, moi, j'ai essentiellement des personnes qui sont arrêtées entre 2 et 3 ans. Donc, si on peut éviter d'en arriver là, bien sûr, et on voit que les impacts sont extrêmement, peuvent être potentiellement très, très lourds. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la logique de l'évolution, parce que c'est bien un cheminement, il y a un certain nombre de signes qui sont des signes très représentatifs de ce qui pourrait effectivement être un signal d'alarme en quelque sorte, et que celui qui va être concerné ne le voit pas nécessairement. Et absolument. donc on doit une pédagogie qui peut être faite par la personne, bien entendu, c'est idéal, mais on a aussi des partenaires qui sont des partenaires qui observent. La famille, les amis, les collègues de travail sont aussi autant qui peuvent signal d'alarme. On a toujours beaucoup de partenaires avec qui on peut en parler. En tout cas, on ne doit pas se sentir seul sur ces sujets. Il semblerait que ça coupe un peu, Sylvain. Sylvain, si vous pouvez couper votre caméra quelques minutes, j'ai l'impression que le réseau est un petit peu faible. Voilà, vous pouvez rester comme ça pour le moment. Merci et navré de ces quelques petits soucis. Pour la personne qui avait d'autres problèmes, je pense qu'il faut qu'elle se rapproche aussi du Wi-Fi de son local. Voilà. Merci à vous. Oui, nous avons donc quelques partenaires aussi qui sont acteurs à part entière de la prévention. Donc des partenaires en interne. Les premiers concernés sont vraiment les managers. Après, vous avez le SST, le service de santé au travail, les ressources humaines, les chargés de prévention, les instances représentatives, les collègues. Et nous avons également des partenaires qui vont être des partenaires externes dans la prise en charge du burn-out, mais si on peut éviter de le prendre en charge une fois l'effondrement acté, en prévention, on peut aussi se rapprocher de son médecin traitant. L'entourage, on voit que c'est un facteur de soutien qui est extrêmement important. Les psychologues, alors psychologue du travail, qui va travailler sur votre rapport au travail justement, psychologue clinicien, thérapeute systémicien, les consultations de pathologie professionnelle, les groupes de soutien. On ne va pas s'attarder là-dessus puisque notre objectif, c'est vraiment la prévention. Donc, la prévention en termes de dynamique vertueuse pour éviter que ne s'installent finalement les dynamiques qui peuvent être délétères. Tu nous entends, Sylvain ? Oui, je vous entends très bien. J'espère que tout le monde m'entend aussi. Donc, j'ai coupé ma caméra conformément à ce qu'on m'a demandé. J'espère que ça n'a pas privé la voix. Tu me confirmes, Sabine, tout le monde m'entend aussi, c'est bon ? Okay. Très bien. Alors, je vais
Donc apporter cet éclairage sur les éléments qui sont les éléments importants qu'on peut mettre en œuvre pour observer et anticiper sur ces situations qui sont dites à risque. Donc la première chose à mettre en œuvre, bien entendu, c'est observer, hein, c'est être acteur de la dynamique, c'est comprendre aussi ce qui se passe, interagir avec la personne qu'on a identifiée comme fragile. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que si la personne rentre dans cette espèce de tunnel d'isolement, entre guillemets, et ben forcément, elle peut ne pas se rendre compte qu'elle est sur un cheminement qui est un cheminement délétère. Donc il faut être à la fois très observateur des personnes, mais aussi très observateur des systèmes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a des articulations, il y a des organisations qui sont potentiellement plus créatives de tension que les autres. Il faut être également, une fois qu'on est observateur d'une situation qui est identifiée comme potentiellement à risque, créer une espèce de dynamique de prévention concrète. C'est-à-dire que dès qu'on a identifié des choses qui sont des choses sur lesquelles il y a des actions à mettre en œuvre, il va falloir, bien entendu, être capable de les traiter et surtout, et ça c'est très important, de les communiquer. C'est-à-dire qu'on doit rendre tangible et lisible la zone de risque ou la zone potentielle de tension et dire voilà comment on va traiter cette zone-là et donc faire une promotion finalement de ce qui a été mis en œuvre pour que les gens puissent adhérer à la mécanique. Ça aussi, c'est un élément très important. Et enfin, bien entendu, du coup, on investit de l'énergie dans cette dynamique-là et on en fait quelque chose de vertueux. On rentre dans une logique de ritualisation de l'identification des zones de risque. Pourquoi? Parce que ça n'est pas parce qu'une problématique a été traitée qu'elle est définitive. En effet, l'arrivée d'une nouvelle personne, l'arrivée d'une nouvelle organisation, une évolution de l'organisation, de nouveaux projets sur lesquels on va avoir à travailler, une augmentation potentielle de la charge de travail à un certain moment, eh ben, ça peut engendrer à nouveau des tensions dans l'organisation générale et donc être à nouveau créateur d'une zone de risque. En fait, c'est un peu, et je voudrais reprendre cette image-là, comme si nous étions confrontés à la présence d'une marnière d'une façon générale. Ce sont des zones de fragilité qui sont sous-jacentes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas nécessairement, elles sont sous un sol qui semble extrêmement solide. Et à un moment ou à un autre, en fait, il faut être capable de creuser pour observer ce qui se passe réellement pour rentrer dans le détail. On doit donc être en mesure d'observer, d'alerter éventuellement sur les zones de difficulté. Alors, bien entendu, on va analyser la situation. On peut éventuellement mettre une zone de protection. Si je prenais l'exemple que je mets à l'écran à l'instant, on pourrait mettre une espèce de zone de protection pour interdire l'accès à la zone de risque, c'est-à-dire le puits où on risque de tomber de 20 à 40 mètres et forcément, ça représente un enjeu majeur. C'est ponctuel, c'est transitoire, mais en tout cas, on peut le mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi un savoir, on sait qu'on est dans la zone de risque, on intervient, on peut intervenir soit en surface, dans l'exemple que je donne, avec une protection identifiée et visible, soit éventuellement dans le sous-sol, en mettant par exemple des étais dans la galerie, qui est la galerie inférieure, pour éviter les effondrements. Bref, on est à la fois dans de l'action, dans une logique d'interaction directe pour traiter la problématique là où elle se trouve, et surtout identifier les choses en disant on apprend. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on a mises en œuvre pour traiter une problématique, quand la problématique se représente à nouveau, on sait comment la traiter potentiellement, et donc du coup, on est dans la capacité à anticiper. Alors, je vous propose qu'on passe à la grille des facteurs GOLAC. Les facteurs GOLAC sont issus d'un collège pluridisciplinaire de 2011, sans entrer dans le détail, mais c'est un gros travail qui a été fait pour le gouvernement pour essayer de comprendre les risques psychosociaux. En ressortent 6 familles de facteurs de risque et ce que nous allons faire, c'est les voir une par une en identifiant pour chacune de ces familles de facteurs les risques et donc comment remplacer ces risques par des protections ou mettre en place des protections pour éviter l'effet délétère des risques. Alors, la première famille de facteurs de risque, ce sont les exigences de travail. Les exigences de travail qui, en fait, sont caractérisées par la charge de travail, l'intensité, la nature des objectifs, à partir du moment où ils sont irréalistes, irréalisables et imprécis, le décalage qui est notable entre les attentes, les exigences et les moyens et ressources qui sont mis à votre disposition, les injonctions contradictoires, les horaires qui peuvent être distendus, décalés, et puis quand on a une imprévisibilité par rapport au temps de travail qui est un facteur d'insécurité également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces risques finalement deviennent des protections?
Tout d'abord, on va pouvoir travailler sur l'équilibrage de la charge de travail. Alors, comment est-ce qu'on fait? De façon très synthétique et très pragmatique, on vous propose en quelque sorte de faire un planning de votre semaine. Qu'est-ce que j'ai fait de telle heure à telle heure? Sur quel type de projet j'ai travaillé? Qu'est-ce qui a été de l'ordre d'une réunion, par exemple? Est-ce que cette réunion a été utile? Est-ce qu'elle est éventuellement inutile ou est-ce que quelqu'un d'autre que moi aurait pu y aller? Et quelles ont été les interruptions qui ont été, qui sont venues interférer ma journée? Les interruptions de mails, d'urgence, les interruptions téléphoniques ou un collègue qui vient vous demander quelque chose. À partir du moment où on a posé comment était notre journée de travail et notre semaine de travail, on peut identifier ce sur quoi on va pouvoir avoir la main pour assainir notre charge de travail. Soit on peut le faire tout seul, soit on peut le soumettre à notre chef en disant voilà ma semaine, voilà ce que j'en pense et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et à partir de quand. C'est tout bête, mais c'est important. Les parasitages sont également très importants. Comme ça, on va pouvoir aussi éviter une interprétation de notre situation de travail par quelqu'un qui ne la vit pas, sauf que l'autre ne sait pas forcément comment se déroulent vos journées de travail. Donc, il est très important de pouvoir parler de son travail. À partir du moment où on en parle et l'autre sait, alors on peut mettre en discussion des solutions. On va voir juste après une façon aussi de prioriser qui est assez simple. Et puis alors, par exemple, souvent j'entends des interruptions de l'ordre, comme Sylvain qui vous racontait son, n'est-ce pas Sylvain, Ah ce oui, matin? mon week-end. Je voulais te Voilà. dire, Sabine, que moi j'ai passé un week-end formidable. Je suis allé donc en Normandie avec des Alors, amis. Il a fait très très beau. je t'arrête tout de suite, Sylvain. J'entends bien que ton week-end, tu as vraiment envie de le partager. Ça me fait d'ailleurs plaisir que tu t'adresses à moi. Ce que je te propose, écoute, là, il est 13h28. Là, moi, je suis sur mes dossiers, donc je travaille. Écoute, 16h30, tu viens me chercher, on prend un café, tu me racontes ton week-end. À tout Avec à l'heure, plaisir. Sylvain. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est une façon non violente et vraiment avec l'écoute active, déjà de faire respecter son temps de travail et en plus vous donnez un rendez-vous à la personne, donc vous ne générez pas de frustration. Voilà. Ensuite, on a la visibilisation des objectifs, c'est-à-dire que si on est dans un bateau mais qu'on ne sait pas vers quel port aller, comment voulez-vous qu'on soit sécurisé? C'est insécurisant au possible. Donc, donner de la visibilité aux objectifs, identifier les besoins par rapport aux objectifs fixés et en parler. Optimiser aussi des outils comme l'évaluation annuelle ou l'entretien professionnel, qui sont des espaces qui méritent vraiment d'être, comment dirais-je, d'être incarnés par les deux parties, parce que c'est le moment ou jamais justement de faire un état des lieux, non pas seulement sur ce qui a été réalisé, mais le pourquoi ça a été réalisé et comment on pourrait réaliser ces objectifs autrement, de quoi a-t-on besoin? Alors, si je peux apporter un petit éclairage complémentaire sur cet élément-là, avant de parler de la matrice Eisenhower, en fait, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur, et c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir une conscience de notre horizon. Nous sommes, nous, tous dotés d'une capacité à projeter les choses, et si l'horizon est incertain, s'il est trop éloigné de nous, s'il semble que nous n'ayons pas un accès direct à ce qui va se passer, nous allons créer du stress et donc une forme d'inconfort. Et donc on le voit bien, le fait d'observer ce que nous faisons en termes de travail, le fait de se doter d'une articulation, d'une organisation qui permette de comprendre ce que nous avons à faire, de créer des logiques de séquence, des logiques de maîtrise, ben forcément c'est nous rassurer sur notre capacité à agir. Et du coup on va automatiquement faire diminuer le stress et donc forcément on va se rendre beaucoup plus apaisé par rapport à ce qu'on a à faire. Ça n'empêchera pas le fait que bien entendu nous allons avoir des enjeux importants et des défis à relever, une organisation, de l'énergie à dépenser pour agir, bien entendu. Mais à partir du moment où on a pris conscience de ce qu'on avait à faire, où on l'a formalisé, on s'apaise beaucoup plus par rapport aux objectifs, même si les objectifs sont extrêmement ambitieux. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, la matrice Eisenhower, si on peut en parler quelques minutes. Alors, elle s'appelle Eisenhower tout simplement parce que le général Eisenhower, qui était le chef d'état-major qui a
permis, enfin en tout cas qui a organisé, avant de devenir président des États-Unis, le débarquement en France en 1944 pour les Alliés, travaillait de cette façon-là. En fait, il a mis en place une espèce de matrice où il avait sur l'axe vertical le degré d'urgence et sur l'axe horizontal le degré d'importance en tant que tel. Et on met dans chacun des blocs, bien entendu, les éléments ou les actions qu'on a à faire. Celles qui sont extrêmement urgentes, mais pas très très importantes, on peut imaginer que notre intervention directe n'est pas indispensable, on peut la déléguer. Celles sur lesquelles on a quelque chose qui n'est pas nécessairement urgent et pas important, bah, si on n'a pas de temps, on la met de côté, on n'a pas besoin de la faire. Si c'est pas urgent et très important en revanche, il faut qu'on le planifie. C'est-à-dire qu'on peut le décaler peut-être un petit peu dans le temps, puisqu'on a une anticipation possible. En revanche, il ne faut pas le faire tout de suite parce que notre énergie risque d'être consommée au détriment de ce qui est vraiment urgent et important, qui est donc le dernier carré qui est orange. Et là, effectivement, il faut qu'on agisse. On voit que si on fait ce travail-là chaque jour ou pour une semaine, on a un calibrage finalement des actions qu'on a à mettre en œuvre et on sait beaucoup mieux maîtriser l'énergie qu'on a à mettre en œuvre pour chacun des éléments qui vont être à piloter tout au long de notre semaine. Et bien entendu, chaque fois qu'un nouvel événement va arriver, il va falloir refaire cette petite matrice parce que ce nouvel événement ou cette nouvelle action qu'on va exiger ou ce nouveau dossier qui va nous être demandé peut faire évoluer effectivement la structure même de la matrice. Donc on le voit bien, c'est une façon de connaître ce que nous avons à faire. Donc les 4 catégories sont vraiment très claires, hein. C'est ce que j'ai à faire, ce que j'ai à planifier, ce que j'ai à déléguer et éventuellement ce que j'ai à abandonner. Quand on dit abandonner, ça ne veut pas dire que par principe on doit l'abandonner, mais en tout cas, ça ne doit pas être mis en place tout de suite parce que sinon on risque de se perdre un petit peu et de dépenser une énergie qui est une énergie un peu inutile. Alors, ça marche pour soi, mais ça marche aussi pour Bien quelqu'un sûr, d'autre. Moi, souvent, tout à fait. je préconise aux personnes qui se font souvent interrompre par des demandes, je leur dis, vous mettez ça derrière votre bureau, et quand quelqu'un Mmh. a une demande, vous dites, bah alors, où est-ce que tu situes ta demande? Et à partir de là, ça fait prendre un peu de recul par rapport déjà à la nature de sa demande, et souvent, la personne va dire, ah oui, en fait, je peux déléguer. Alors, Voilà. il faut imaginer, hein, que chacune des tâches qu'on a à mettre en œuvre ou celles qu'on nous donne, hein, puisque, dans le petit exercice, qu'on a fait tout à l'heure sur moi qui voulais raconter, mes vacances, je pourrais avoir Sabine qui vient me voir et qui me dit qu'il y a un dossier important à mettre en œuvre, par exemple. Et donc ce dossier important, il va falloir qu'on le traite. Alors, on va essayer de se défendre en disant peut-être qu'on peut le déléguer dans le temps, on peut peut-être le déléguer à quelqu'un d'autre, et cetera. En fait, chaque dossier, chaque priorité est comme sur le petit personnage que vous avez en haut, il est considéré comme un singe. Et si à la fin de la journée, vous êtes empli de singes dans votre bureau, vous n'allez pas pouvoir travailler correctement. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être capable de filtrer les choses et d'être conscient de ce qu'on a à faire en le maîtrisant et en donnant une valeur à chacun de ces éléments sur ces 2 axes, la notion d'urgence, la notion d'importance. C'est vrai pour un travail individuel, mais c'est aussi vrai pour une équipe et un travail collectif. Peut-être que Sabine, tu peux nous parler maintenant des domaines de vie. C'est aussi un outil très intéressant de prise de conscience de ce qui se passe dans notre quotidien. Oui, alors je voudrais juste dire un petit mot, comme la cadence est un peu soutenue, vraiment rassurez-vous, vous allez avoir tout ça en détail, qui vous sera envoyé. Les domaines de vie, en fait, on s'aperçoit que, c'est un travail qui peut être très vertueux, c'est-à-dire que moi, je vais remplir la 1re sphère en demandant à chacun, finalement dessiner en proportion, ce que représente le travail dans sa vie, la vie de famille, la vie sociale et enfin le temps pour soi. Ensuite, une fois que ça a été dessiné juste en proportion, je demande à la personne, et dans l'idéal, comment vous voudriez-vous que ce soit proportionné? Et l'idéal, on est d'accord qu'on ne l'atteint pas, mais on tend vers. Alors, on voit ensuite, on compare les 2 sphères pour essayer de voir un peu, déjà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le décalage entre ce qui se passe et ce que vous souhaiteriez de ce qui se passe. Et puis, on va de façon assez vertueuse, non pas se dire comment on pourrait, par exemple, sur cet exemple-là, comment pourrait-on diminuer le temps de travail, puisque donc sur notre gauche, c'est aujourd'hui, et vous l'aurez compris, à droite, c'est dans l'idéal, mais on va demander à la personne, qu'est-ce que vous feriez dans votre vie de famille que vous ne faites pas aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez
pour votre vie sociale que vous ne faites pas aujourd'hui? Et enfin, dans le temps pour vous, bizarrement, c'est souvent celui qui pêche, qu'est-ce que vous mettriez en place ou qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites pas sur vous? Vous verrez dans le document qui vous sera envoyé que pour rendre l'engagement réaliste, par exemple, je voudrais faire du yoga. Je ne sais pas, moi, dans le temps pour moi, je voudrais faire du yoga. Comment? C'est-à-dire comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Donc du yoga, qui est concerné? Moi, mais j'aimerais bien aussi y aller avec mon conjoint. Combien de temps je veux consacrer à cela? Une fois par semaine? Où je vais trouver un club? Quand? Demain? Pourquoi? Pour mon équilibre personnel. Et ensuite, vous avez un engagement vis-à-vis de vous-même et vous allez voir que ça va venir nourrir des valeurs qui vont équilibrer le temps et la qualité de travail. Donc, c'est un exercice très vertueux, très simple et qu'on peut faire assez régulièrement. Et qui peut être fait effectivement au quotidien dans une espèce de logique, soit à échéance régulière et dès qu'on a un événement important. Alors, on voit bien que l'articulation qui est intéressante, là, dans les 2 exemples qu'on a mis en œuvre, c'est finalement de poser un cadre, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qui se passe. Et comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on va prendre conscience de ce qui se passe ou de ce qu'on a à faire, on va rapprocher finalement cet horizon incertain à quelque chose de beaucoup plus maîtrisable. Il y a un autre élément qui est très important, c'est la dimension émotionnelle qui est la nôtre. Tout à l'heure, Sabine disait que on pouvait aussi se retrouver dans des configurations où, on est confronté à un stress, à une grande fatigue ou à des situations qui sont des situations quand on est dans un accueil, par exemple, on va avoir à gérer de l'énergie des personnes qui viennent nous rendre visite et c'est pas toujours facile. Donc, on a un rapport aussi à l'exigence émotionnelle, la nôtre, hein, notre propre savoir-être en tant que tel et la nécessité d'être capable de maîtriser aussi ce que nous ressentons en tant que tel. On a une capacité à, à se réguler entre guillemets. Et pour le faire, il faut être capable effectivement de prendre une posture. Alors, c'est pas toujours simple, mais on voit bien que si nous ne sommes pas en mesure, nous qui émettons toujours des messages, de maîtriser sereinement ce message-là, de communiquer avec sourire, avec bienveillance ou avec un rythme qui soit un rythme relativement doux, sans passer dans des excès verbaux, par exemple avec une voix qui monte ou éventuellement des choses qui font apparaître une forme d'agacement, et ben c'est important. Pourquoi? Parce que tout agacement et toute énergie projetée à l'autre va entraîner une énergie en retour et donc ça peut créer aussi des éléments et des situations de difficulté. Si on était dans cette même logique, comment est-ce qu'on peut se protéger face à ces excès émotionnels? Eh ben, d'abord, il faut se connaître soi-même. Donc, se connaître soi-même, la façon dont on interagit. Tout à l'heure, Sabine parlait de ses propres drivers, pardon, sa façon de communiquer, sa méthodologie, son approche méthodologique. Donc, on est dans la connaissance de soi. On doit être capable aussi de se maîtriser, de se réguler. Là encore, il faut aussi être capable de se dire qu'on a une vie au travail et une vie personnelle. Donc, le travail, c'est le travail, le territoire personnel, c'est le territoire. Et on peut aussi s'outiller, c'est-à-dire avoir un petit peu de l'accessibilité ou de créer des conditions d'accès à des éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre la façon dont on fonctionne et la façon dont on interagit dans la relation avec l'autre. Par exemple, on peut se former à l'écoute active dont on va parler tout à l'heure. On peut également travailler sur des logiques d'interaction, participer avec des collègues à des réunions où on va partager sur le ressenti des attitudes des uns et des autres. Là encore, pour prendre conscience de la façon dont on interagit les uns avec les autres et de l'impact que l'on peut avoir soi-même sans nécessairement en être conscient sur éventuellement une forme de stress qu'on projette aux interlocuteurs. Ne simplement parce qu'on a une forme de posture ou une façon de communiquer. Et en être conscient, c'est un élément important. Et c'est intéressant de l'observer sur une période donnée en tant que telle et de se dire que finalement, on n'est jamais isolé de soi-même. Notre émotion du matin, on va la garder tout au long de la journée. Et c'est intéressant de l'observer non seulement sur une journée, les journées qui se passent bien, faire une petite météo. Si on est heureux le matin, il y a de fortes chances que cette énergie positive liée au fait qu'il fait beau, au fait qu'on se sent bien, eh ben, on va la communiquer avec les autres. Si en revanche, on est dans un espace un peu plus pluvieux, un peu plus incertain, ça va créer une forme de tension émotionnelle qui va se projeter aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est de l'observer. Est-ce que tu peux nous parler du semainier des émotions, par exemple, Sabine? Oui, parce que justement, mon émotion, là, ça va être le stress de finir dans les temps. Alors, On est dans les temps, t'inquiète pas, Sabine, tout va bien, tout va bien. Le semainier des émotions, c'est quelque chose que je vous inviterai volontiers à remplir.
parce que quand on comprend que l'émotion, ça vient de ex movere, donc quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nécessite un mouvement, on va voir qu'on peut faire quelque chose de nos émotions plutôt que de les subir. Alors, je vous invite, moi, jour par jour, à remplir les différentes situations au travail que vous avez rencontrées, d'identifier les ressentis que ça a généré chez vous, de nommer l'émotion, la pensée et surtout d'identifier le besoin derrière cette émotion et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait de cette émotion et enfin l'analyser. Je vous cite un exemple tout simple. Ce matin, j'étais avec mon chef qui m'a vertement recadré sur mes objectifs devant tout le monde, ressenti une oppression et des palpitations, émotion, l'incompréhension, pensée, mais qu'est-ce qui se passe, besoin, compréhension, action, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans ma coquille et j'ai boudé tout le reste de la réunion. Résultat, j'ai ruminé toute la journée, j'ai mal dormi après. Ce que j'en retiens, c'est que quand j'ai besoin de comprendre quelque chose, je peux m'exprimer et je le fais avec l'écoute active. Par exemple, à la prochaine réunion, si ça se reproduit, ou même aujourd'hui, si j'ai besoin de revenir sur cette réunion avec mon chef, je vais aller le voir et lui dire « Je n'ai pas compris, que se passe-t-il? J'ai besoin de comprendre. Expliquez-moi. » Et on prend le temps, on s'autorise à prendre le temps de répondre aux besoins qui étaient derrière notre émotion. Alors, ça a plusieurs vertus, ce sommelier des émotions. Quand vous le remplissez en fin de journée professionnelle, ça vous évite que les émotions non traitées de la journée infusent votre deuxième journée. Et par exemple, justement, vous avez été agacé parce que par cette réunion, vous rentrez chez vous, vous agressez votre conjoint, qui lui-même va s'en prendre au gamin, qui s'en prend au chien, qui tape le chat et le chat mange le poisson rouge. Donc, en fait, c'est créer et faire quelque chose de ce qu'on ressent. Ça, c'est très important. Vous verrez d'ailleurs que pour faire quelque chose de ce que l'on ressent, on va vraiment utiliser la communication avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est pourquoi vous trouverez aussi dans ce qu'on vous enverra les petites astuces et les ingrédients de l'écoute active, qui est un bijou de communication. Donc, c'est savoir écouter, s'intéresser, être curieux, questionner, reformuler pour comprendre. Mais ça peut être tant par rapport à ce que me dit l'autre que par rapport à moi-même. D'accord? Et quand on prend soin de soi, on prend encore mieux soin de l'autre. Ça, c'est quelque chose de très vertueux. Donc, les émotions, faisons quelque chose de ce que l'on ressent. J'ai presque envie de vous dire, quand quelqu'un s'effondre en consultation et qui me dit « Oh là là, je suis faible, je suis fragile », je lui dis « Mais non, vous êtes vivant en fait, puisque l'homme est un être d'émotion. Moi, celui qui m'inquiète, c'est celui qui n'a pas d'émotion. » OK? Alors, autre élément très important pour gérer et réguler ces logiques de risque dont on parlait tout à l'heure, pour qui crée une forme de tension, c'est tout ce qui concerne la notion d'autonomie, hein. C'est que plus on est dans un système qui nous écrase, plus on est dans un système qui est effectivement qui crée une forme de pression, moins on a l'impression d'avoir la main sur la régulation, sur l'anticipation. Donc la matrice Eisenhower, on en parlait tout à l'heure, c'est la capacité qu'on a à se projeter ou à projeter nos actions. On a également quelquefois des choses qui nous sont imposées. Et donc, c'est un petit peu comme si on était en apnée, c'est-à-dire qu'on se met à courir en permanence et effectivement, on n'a pas de zone de pause. Et là, du coup, forcément, on réfléchit moins vite, on est dans des logiques qui sont des logiques de pression ou d'hyperpression et il faut qu'on arrive à réguler cette énergie-là. L'autonomie en elle-même n'est pas une situation absolument formidable d'ailleurs, parce que quand on est très autonome dans son travail, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit capable de trouver, de s'autoréguler entre guillemets, et c'est pas si facile, c'est pas si simple que ça. Comme on le voit, le petit personnage, il est tout à fait autonome sur son île déserte, mais c'est une île déserte. Donc il faut être capable de prendre conscience que son degré d'autonomie va nécessiter aussi une capacité à réguler les choses, à être capable de maîtriser là encore une forme d'horizon, donc à s'organiser. Et il faut être, quand on est dans une logique, est une logique de pilotage d'un système qui crée de la tension, être capable de réguler. Quand on est manager, par exemple, quand on est pilote d'une organisation, il est très important de calibrer l'autonomie qu'on va confier à nos collaborateurs, la délégation qu'on confie à nos collaborateurs, qu'ils soient collègues, que ce soit au sein d'une équipe, que ce soit directement verticale, dans une équipe qu'on maîtrise, ou même en transversale, c'est-à-dire avec des équipes qui sont des équipes
parallèles, eh ben, il faut que la délégation soit rationnelle, corresponde à des éléments qui sont des éléments tangibles. Il faut que le management qu'on va adapter à chacun corresponde vraiment à ce que chacun d'entre nous, on soit capable de faire. Il faut créer un climat propice à l'autonomie, il faut que les gens se sentent capables, bien entendu, d'appréhender les sujets sur lesquels ils vont avoir à travailler. Et le rôle du manager dans ce cas-là, c'est de mettre les collaborateurs en situation de réussite et pas en situation d'échec. C'est-à-dire de poser aux collaborateurs des zones de responsabilité qu'il va pouvoir adresser. Et ça, c'est vraiment un élément qui est un élément extrêmement important et très intéressant. On pourrait peut-être parler d'ailleurs à ce sujet-là de la capacité à adapter notre propre processus managérial à la situation qu'on rencontre. Et on pourrait peut-être le faire à travers le management situationnel. Sabine, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors justement, le management situationnel, d'ailleurs, qui concerne tant le manager que le collaborateur, parce que l'agent peut aussi s'auto-évaluer. Alors, comment ça pourrait se passer? Je suis agent et je voudrais essayer de voir ce sur quoi je pourrais être plus autonome. Je vais lister d'abord l'ensemble des missions qui incombent à mon poste. Ensuite, je vais évaluer mon degré de motivation de 1, pas du tout motivé par la tâche, jusqu'à 4, extrêmement motivé. Ensuite, pour cette même mission, je vais évaluer mon degré de compétence. Est-ce que effectivement je suis compétent pour la tâche, je suis à 4, ou est-ce que je n'ai pas encore les compétences, je suis à 1, ce qui va me donner le degré d'autonomie sur chacune de mes missions. Parce que parler d'autonomie sur un poste à part entière, je ne suis pas persuadée que ce soit la meilleure façon de donner toute sa dimension à son poste, puisque souvent on peut être autonome sur certaines missions et moins autonome sur d'autres. En fonction de mon degré d'autonomie, qui va être la note la plus faible, par exemple, je suis très motivée par une fonction, mais je ne suis pas compétent. À ce moment-là, je vais pouvoir identifier peut-être des formations, un tutorat, un mentorat et en faire part de ce besoin à mon chef. D'accord? Si je suis pas du tout motivée, mais très compétent, peut-être que je vais pouvoir former quelqu'un qui va prendre la main sur cette mission. Tout ça est absolument vertueux parce que déjà, ça me fait prendre conscience de ce sur quoi je peux m'appuyer pour être plus autonome, ce sur quoi je vais peut-être devoir faire un effort. Et si je suis manager et que je fais l'évaluation des missions de mon collaborateur et que j'évalue son degré de motivation et de compétence, je vais adapter mon management à la personne, c'est-à-dire là, je vais pouvoir lui faire entièrement confiance, voire même lui donner beaucoup d'autonomie sur ces missions-là. Il y a d'autres missions sur lesquelles je vais être beaucoup plus directif. Et peut-être qu'il y a des missions qu'on remettra en question et lui et moi. Alors, c'est un outil qui peut être utilisé, comme vous l'avez compris, par l'agent, par le management, mais aussi en version croisée, c'est-à-dire qu'ensuite, on met en commun notre vision de la fonction et ça permet ensuite de pouvoir réviser un petit peu le degré d'autonomie et peut-être de faire monter en compétence sur certains types de missions l'agent. Donc c'est très vertueux. Ouais. Ça, c'est la dernière, une autre famille de facteurs de risque. Oui. Voilà, la dernière famille de facteurs de risque, c'est finalement la relation, intra-équipe, intrapersonnelle, tout ce qui concerne le territoire qui est le territoire de la relation avec l'autre d'une façon générale. Et donc là encore, c'est un sujet qui est un sujet extrêmement important. C'est très comportemental, bien entendu. On voit bien alors dans le petit dessin que, une interrogation, légitime, qu'est-ce que c'est que la souffrance au travail? Peut être faite de façon douce ou de façon extrêmement «violente», entre guillemets, et ça peut aussi, créer des situations de stress. Alors on peut se doter, et on peut s'équiper d'outils pour se protéger, de ces sujets-là, c'est, d'être le plus professionnel possible. C'est-à-dire que la distance que l'on prend, dans ce cas-là avec la logique de l'émotion, qui est mal maîtrisée ou qui pourrait être mal interprétée, va être, finalement, compensée par le fait de définir un cadre qui soit le plus précis possible. Et dans ce cas-là, l'enjeu, c'est la définition d'une règle de jeu, c'est-à-dire une charte, d'être capable de déterminer ce qu'on attend, nous, en tant que collaborateur dans une équipe, en tant qu'agent dans une organisation ou en tant que manager pilotant une équipe.
Et ces éléments-là sont vraiment très importants. Cette dimension de règles de jeu, ça va permettre de dire voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on ne peut pas faire. À partir du moment où on a défini ensemble ce qu'on peut faire, ce qui doit être fait, ça devient un élément qui est un élément normal, ça devient un élément de reconnaissance et ça évite une grande partie du stress. Autre élément très important, c'est de capitaliser sur tous les succès, les bons comportements. Alors là encore, on peut imaginer que le manager ait le bon comportement, mais quelquefois, on ne s'aperçoit pas que le bon comportement, c'est celui que l'on a ou que l'on n'a pas. Et ça encore, déterminer ce qu'est un bon comportement est un élément très intéressant. Autre élément important, si d'aventure on n'arrive pas à réguler à l'intérieur d'une équipe ou entre collègues, entre agents, une situation qui est une situation tendue, c'est intéressant de faire appel à un tiers, un médiateur, éventuellement créer un espace neutre entre guillemets, que ce soit pas dans le bureau par exemple, qu'on ait une pièce ou qu'on se retrouve à un endroit pour régler un éventuel conflit. Ça fait baisser là encore la pression émotionnelle et à partir du moment où on a plus de recul et moins de pression émotionnelle, forcément on est plus à même de gérer des situations qui sont des situations complexes. Et puis enfin, il y a aussi la sensibilisation des équipes et ces fameuses suricates RPS. Je crois que c'est un terme qui te tient particulièrement à cœur, Sabine. Oui, alors on va pas pouvoir détailler malheureusement parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une formation, d'un ensemble de personnes, volontaires qui vont, savoir détecter les situations potentiellement dégradées, au niveau collectif et au niveau individuel et qui vont être équipées pour savoir comment j'interviens, avant que la situation ne se dégrade plus encore, et vers qui j'oriente. Je voulais revenir aussi juste sur, l'idée de la régulation, c'est-à-dire que trop souvent, on entend j'ai pas le temps d'organiser un petit déjeuner avec mon équipe, j'ai pas le temps de débriefer, j'ai pas le temps de prendre le temps justement de ces espaces de régulation. Or, on le sait, c'est dans les temps informels qu'on arrive à traiter du formel. C'est à la machine à café qu'on va réussir à décoincer des situations, voire même à avancer sur des problématiques. Donc, c'est très important de préserver ces moments informels. Il y en a presque qui se mettraient à fumer rien que pour aller discuter et avoir le prétexte de descendre, de sortir de son bureau pour pouvoir évoquer certains sujets avec des personnes. Donc, prendre le temps de ces espaces de régulation, c'est éviter d'en perdre après, alors que la situation est déjà dégradée. Donc, c'est très vertueux. La notion de charte, c'est très important aussi. C'est-à-dire que autant il y a des règlements intérieurs, des protocoles, etc. Mais dans une équipe, on peut faire travailler sous forme d'atelier une charte du bien travailler ensemble. C'est quoi bien travailler ensemble? Ça s'articule autour de quelles valeurs et comment est-ce que chacun s'engage à incarner ces valeurs au quotidien. C'est aussi très vertueux. Donc, ce sont des ateliers qui sont vraiment des ateliers de prévention et qui permettent à chacun de parler du travail et de remettre le centre autour du travail, justement. Alors dans les 2 dernières minutes avant de passer la parole et de répondre aux éventuelles questions, c'est les 3 dernières minutes, en fait, il y a d'autres éléments qui sont des éléments importants dont il faut être conscient. C'est je vais couper apparemment ma caméra. Est-ce que oui, je suis pas sûr que ma ligne si ça y est, elle est bon. J'ai eu un signal d'alarme, mais tout va bien. Donc c'est tout le territoire qui est le territoire du sens, hein, tout à l'heure, on a bien insisté sur ce sujet-là, c'est de se sentir effectivement embarqué dans quelque chose de dynamique, que mon travail effectivement ait du sens, qu'il soit mesurable, qu'il soit identifiable, que je sois capable de reconnaître dans ma propre capacité à agir quelque chose qui est un progrès, personnel. Il y a toute la notion qui est aussi la notion du coup de prise de conscience de ce que nous faisons ensemble. Trouver un point d'équilibre entre l'exigence de la mission, l'exigence de l'action à mettre en œuvre et les moyens qui vont me permettre de le faire. Être capable également en tant que pilote, en tant que manager, de prendre conscience que chaque acteur est utile dans la chaîne de valeur
de ce que fait l'équipe ensemble et être capable de le partager. On en a besoin en tant qu'agent, on en a besoin en tant que collaborateur, mais aussi on se doit de le faire en tant que manager, être capable, bien entendu, de reconnaître la valeur des uns et des autres et puis aussi d'apprendre. On peut tout à fait aussi se sentir très à l'aise avec le fait d'avoir été capable d'agir et de réussir, mais aussi d'avoir agi et éventuellement avoir échoué. Pourquoi? Parce que si j'ai échoué dans le travail qui était le mien, ça ne veut pas dire que je suis mauvais, ça veut dire que je suis capable encore d'apprendre. Et du coup, on est dans une définition plus vertueuse de l'action à mettre en œuvre. Ça encore, ça peut tout à fait être articulé au sein d'une équipe, c'est un travail de collaboration, mais ça peut être aussi articulé au sein de la connexion entre le manager et son collaborateur. C'est vraiment un enjeu qui est un enjeu majeur. Sur cette dernière prise de conscience, c'est aussi être capable de donner un horizon qui soit le plus rassurant possible dans l'action technique du collaborateur, c'est-à-dire toute la notion de risque d'une façon générale. On est dans un monde qui est un monde qui crée de la complexité sur les insécurités au travail, sur le fait que la pression est aujourd'hui un petit peu excessive dans certains sujets. On peut avoir éventuellement des changements qui sont des changements qui sont imposés, changement de méthode de travail, changement d'organisation, nouvelles missions à mettre en œuvre qui ne sont pas nécessairement accompagnées de façon correcte et ça peut créer là encore des enjeux de tension, des enjeux d'incompréhension et d'incertitude. Et comme je le disais tout à l'heure, l'incertitude sur l'horizon, ça crée du stress et c'est une situation malheureusement favorable aux logiques de tension qui, comme on l'a vu tout à l'heure, peuvent vous amener à la logique du burn-out. Donc, la logique de Alors, la protection, vas-y Sabine. oui, juste, la protection de la situation de travail parce que c'est important. Autant le statut, de fonctionnaire peut être protecteur, autant on a de plus en plus de contractuels aussi qui sont en contrat à durée déterminée, et dans le privé, ça prend d'autres formes aussi, mais qui entraînent peut-être une insécurité. Alors, il faut vraiment accompagner l'ensemble de ces différents statuts et notamment les accompagner aussi dans tout ce qui est changement, évolution de carrière, reconversion possible, parfois bilan de compétences, progression dans l'institution, etc. Donc, c'est vraiment accompagner pour plus de visibilité dans tout ce qui va être les changements. Et ça, c'est vraiment important à noter aussi, les changements qui sont impliquants, voire même les préparations à la retraite, hein, puisque c'est un changement. C'est un changement qui peut être accompagné en amont par des programmes et qui sont, qui sont importants pour éviter justement que la personne, du jour au lendemain, se trouve dans un cadre qui n'est plus structuré comme il l'était pendant des années. Donc ça a son importance aussi. Alors, Oui. autre élément, c'est la fin de la séquence. Il y a un élément qui est très important, c'est que dans le rapport à la pertinence et à la performance de chacun, on le voit bien, c'est un élément extrêmement personnel. La notion la plus importante, c'est qu'il y a des personnes qui sont épuisées matériellement, mécaniquement, en termes d'action et d'engagement. Et c'est vrai que ils ne sont pas dans une logique de fragilité propre liée au fait qu'ils sont faibles. C'est simplement qu'ils sont à un instant T, comme ça a été dit très clairement par Sabine, dans une confrontation, une configuration à une réalité qui n'est pas gérable comme il le souhaitait. Et donc, plus on est observateur de cela, plus on est en amont par rapport à ça, plus c'est efficace, bien entendu. Et il faut enfin, dernier élément très important, intégrer qu'on on est tous différents. Nous avons tous des attentes, des appétences et des souhaits qui sont des souhaits différents. Et il faut les intégrer. Être capable de s'en sentir propriétaire, être capable de les communiquer. On a tous des enjeux, des envies, des horizons qui sont différents. Et être capable, bien entendu, de les partager avec les autres, c'est prendre conscience que nous sommes différents. Et nous allons pourtant jouer un rôle qui soit un rôle le plus efficace et le plus pertinent et le plus collectif possible dans l'équipe dans laquelle on est. Donc en synthèse, par rapport à tout ce qu'on a vu sur cette dernière séquence, finalement, le mal-être au travail, il faut jamais attendre qu'il s'installe. Ça, c'est vraiment un élément majeur. C'est qu'en fait, on a des indicateurs, on l'a vu tout à l'heure, on a des instruments qui nous permettent effectivement de détecter des situations qui sont des situations difficiles et il faut les traiter tout de suite. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut que le travail ait un sens pour la personne, un sens pour le collectif. Il faut qu'il y ait vraiment un objectif qui soit un objectif commun. Et on sait que face à une situation qui est une situation qui va créer une forme d'inconfort, on le voit, un changement profond de vie, un changement d'organisation, une surpression
potentiel, une réorganisation. Il faut absolument passer de cette vision d'inconfort à quelque chose de plus maîtrisable et donc passer du lointain à quelque chose de plus identifiable et trouver des méthodes et des outils qui nous permettent d'avoir un meilleur éclairage à la fois de ce qu'on a à faire et également de ce qui va être fait tout au long de la séquence d'inconfort que nous allons suivre. Et ça nous rassure. Et Voilà, et enfin, pour Sabine? vraiment les mots de la fin, c'est effectivement comprendre qu'on est tous des maillons de la chaîne de la prévention et ce qui est important, c'est, d'agir ce sur quoi on peut agir et d'alerter ce sur quoi on ne peut pas agir. Comprendre aussi que la dynamique du burn-out est toujours la rencontre d'un individu et d'un environnement. On ne peut pas sortir d'une situation ou prévenir une situation du burn-out si on ne se préoccupe que de l'individu ou que de l'organisation. C'est vraiment la rencontre qui est à prendre en considération et le lien qui se fait entre les deux. Donc, chacun a des responsabilités. L'employeur a des responsabilités qui sont édictées par le Code du travail, mais on a tous aussi des responsabilités dans l'évolution de notre situation au travail. Et enfin, si on a compris qu'assainir les racines, ça nous permet d'éviter d'avoir à couper les branches, on aura déjà beaucoup avancé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le dernier outil, Sylvain, il sera de toute façon donné dans le livret. Voilà, Parfait. un grand merci pour votre écoute. Merci. Et j'aurais presque envie de réagir tout de suite, si je peux me permettre, à ce qu'a écrit Floriane dans le chat. Elle dit qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme vocabulaire à la place de fragile ou fragilité, qui a une connotation plutôt négative, surtout au travail, pour pouvoir parler de personnes qui sont en épuisement, en burn-out. Je ne sais pas si Floriane est encore là. C'est très important et ça me permet de boucler ce que je viens de dire. Moi, je ne dis jamais que quelqu'un est fragile du fait de sa situation d'épuisement professionnel. Je dis que cette personne est fragilisée par une situation et c'est une situation à la fois environnementale et personnelle. De même que la vulnérabilité, je ne parle jamais de quelqu'un de vulnérable, puisque ce serait un état, mais quelqu'un de vulnérabilisé par un ensemble de facteurs qu'on vient justement d'évoquer. Je pense que peut-être que ça répondra, Floriane, à votre question. C'est la seule que j'ai vue, parce que parler en même temps que lire, je ne sais pas faire. Alors moi, j'ai cru qu'il y avait une question aussi sur la matrice Eisenhower. Et Oui, donc, oui, comment elle est à l'utiliser? utiliser. Voilà, donc on peut l'utiliser tous les jours, hein. On peut tous les matins dire qu'est-ce que j'ai à faire et classer les tâches. Et l'idéal, c'est de faire le bilan en fin de semaine et pour la semaine d'après, parce qu'on va voir que cette matrice, finalement, va nous permettre d'abord d'affiner notre capacité d'analyse et d'autre part de mieux réguler la totalité, effectivement, de ce qu'on a à mettre en œuvre dans les semaines ou dans les jours à venir. Et donc, elle peut être utilisée au quotidien, à la semaine, quand vous voulez, ou quand on définit un objectif budgétaire. Bien entendu, on peut tout à fait le faire aussi. Eh ben, Merci beaucoup. Merci à vous deux, Madame Sabine Grégoire, Monsieur Sylvain Rouffaut, Merci. pour cette clarté. C'était complexe de tenir dans le temps. On a presque réussi, donc merci beaucoup. Et bien sûr, les personnes pourront se reporter sur le replay ainsi que sur un document synthétique qui comportera les outils que vous nous avez précisés il y a quelques instants. C'est très important pour justement cette mise en place. Et puis, nous aurons l'opportunité de retrouver Madame Sabine Grégoire sur deux autres sujets qui seront le 21 novembre prochain et le 28 novembre prochain. Je vous ai mis un petit lien qui va vous permettre de vous inscrire directement sur le site happyvisio.com pour la suite. Et puis, pour rappel, vous retrouverez le téléchargement du document ainsi que le replay sous la rubrique replay sur www.happyvisio.com. Et je vous laisse repartir. Merci beaucoup, messieurs, dames, Merci. d'avoir pu nous Merci à accompagner vous.